Bonjour, Bonjour, Maître Brouillette et la Berge, vous allez bien? en pleine forme. Merci beaucoup, Caroline, de cette présentation et surtout de cette tribune que vous nous offrez. Je vais laisser Benoît faire l'introduction. Oui, alors merci beaucoup. Merci Caroline. Est-ce que le partage d'écran est réussi? Vous me confirmez que c'est correct? Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup Caroline. Alors, c'est un premier défi, hein? Oui, merci Benoît. Le partage d'écran est réussi. Merci, merci de me le confirmer. Alors, c'était le premier défi, un défi technologique. Passons maintenant au défi juridique du télétravail. Effectivement, merci pour la présentation. Merci pour l'opportunité d'être avec vous ce matin. C'est un grand plaisir pour nous de collaborer avec vous. Donc, merci à toute l'équipe pour l'invitation. Invitation à un forum très pertinent et c'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous ce matin. Alors, sans plus tarder, peut-être commencer par un état des lieux. J'aurai évidemment pas de difficulté ce matin à vous convaincre que le télétravail a connu un certain essor au cours des 12 derniers mois. Mais pour illustrer le phénomène, l'objectif, ce n'est pas de lancer une série de statistiques, mais simplement d'illustrer l'ampleur, je dirais, de l'amplification du phénomène du télétravail. Donc, Statistique Canada a publié à l'automne un feuillet avec différentes statistiques sur le télétravail. Et il y a certaines statistiques là-dedans qui sont très intéressantes. D'abord, si on parle de l'avant-pandémie, on dit qu'il y a environ 13% des travailleurs canadiens qui travaillaient quelques heures par semaine en télétravail en 2018. Évidemment, ça peut impliquer des gens qui avaient une entente avec leur employeur en vertu de laquelle ils fournissaient une prestation de travail à partir de la maison pendant quelques heures par semaine. Mais ça peut impliquer également des gens qui quittaient le bureau et qui se connectaient de nouveau en soirée pour compléter du travail ou retourner des courriels. Bref, la technologie, on prend ça pour acquis maintenant, mais Internet, courriel et la possibilité de se connecter à des serveurs à distance font en sorte que le phénomène du télétravail, il faut se le dire, existait évidemment avant la pandémie. D'ailleurs, nous, dans notre pratique, on constatait qu'il y avait énormément de demandes qui étaient formulées. Il faut se rappeler qu'avant de parler beaucoup de pandémie, on parlait beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, donc il était de plus en plus fréquent que dans le contexte de processus de dotation, les candidats posaient la question sur la possibilité de faire une partie du travail en télétravail. Donc, c'est un phénomène qui existait et on parlait de ce phénomène-là régulièrement. Maintenant, la pandémie et les mesures mises en place pour en limiter la propagation ont eu un effet amplificateur très important sur le phénomène. Dans le document de Statistique Canada auquel je réfère, on indique, et eux, ils appellent ça le potentiel de télétravail de l'économie canadienne. Donc, ils évaluent qu'il y a environ 40% des travailleurs au Canada qui pourraient théoriquement faire une prestation de travail en télétravail. Évidemment, le pourcentage varie beaucoup d'un secteur d'activité à un autre. Dans le secteur, par exemple, des services professionnels, on va avoir un pourcentage très élevé, alors que dans le secteur, par exemple, de l'extraction minière, pour des raisons évidentes, le pourcentage va être plus bas. Mais lorsqu'on fait la moyenne de la moyenne, on arrive, selon le document de Statistique Canada, à environ 40% de l'économie qui pourrait, de potentiel de télétravail. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en mars-avril dernier, au Québec, selon l'INSPQ, on a atteint environ 50% des travailleurs qui étaient en emploi qui ont expérimenté le télétravail. Donc, qui ont fait du télétravail à un moment ou un autre, ou à un autre. Ce que ça illustre qu'on a fait un bond très, très, très important en très, très peu de temps. Donc, ça a été fait, évidemment, dans bien des cas à toute vapeur, dans la mesure où on n'a pas eu beaucoup de prévisibilité sur ce qui se passait. Et donc, il y a eu une amplification du phénomène du télétravail, mais qui s'est fait de façon exponentielle et très, très, très rapide. Et c'est un peu le propos, notre propos ce matin, c'est de prendre conscience de ce phénomène-là et d'identifier ensemble les risques pour les organisations qui sont associés à ça.
L'autre statistique qui est en bas, le même document de Statistique Canada nous dit qu'environ 14,7 % des entreprises qui prévoient que l'ensemble de leurs effectifs va continuer de se faire, de travailler principalement en télétravail. Évidemment, c'est des statistiques, c'est des projections, mais il en demeure pas moins qu'il y aura un niveau de télétravail plus élevé après la pandémie qu'il ne l'était avant. On peut, je pense, affirmer ça sans se tromper. Donc, je le disais un peu plus tôt, puis c'est un peu l'objectif de la présentation de ce matin, c'est que les employeurs ont été confrontés à une situation où on a dû mettre en place très, très, très rapidement plusieurs mesures relatives au télétravail. Le fait de le faire rapidement entraîne, à notre point de vue, un certain nombre de risques dont il faut parler. Lorsqu'une organisation met en place des changements très importants, il y aura généralement une phase de préparation puis de planification qui va nous permettre d'identifier un certain nombre de risques. On n'a pas eu, dans bien des cas, la possibilité de le faire, mais ce travail-là doit être fait. Et pour nous, l'élaboration et la diffusion d'une politique sur le télétravail, une des raisons pour lesquelles on recommande de faire l'exercice, c'est celle-là. Et il y a énormément d'enjeux en matière de renseignement personnel et de confidentialité. Guillaume, vous l'avez mentionné, Caroline est un expert de ces questions. Donc, mon collègue Guillaume Laberge va vous entretenir de ces questions-là dans quelques instants. Une question, Benoît, vous parlez du cadre juridique. Alors, souvent, les employeurs se demandent, peut-être fermez, c'est bon. Alors, les employeurs se demandent, le cadre juridique, est-ce que la loi prévoit, on sait que ça existait avant, le télétravail, mais est-ce que la loi prévoit déjà toutes les dispositions pouvant nous permettre d'encadrer au niveau juridique le télétravail? En fait, c'est une question très pertinente. Dans quel cadre juridique les employeurs se trouvent actuellement? Et il y a on lit à l'occasion dans différents médias ou ailleurs des demandes pour un meilleur encadrement du télétravail. C'est quelque chose qu'on entend et ça peut parfois donner l'impression qu'il n'y a pas de cadre juridique applicable. Or, la situation actuelle, c'est que le cadre juridique du travail s'applique aux télétravailleurs. Il n'y a pas au Québec de loi particulière, la loi sur le télétravail qui baliserait dans les moindres détails la prestation de travail en télétravail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lois sur le travail s'appliquent. Et des exemples de ça, c'est la loi sur les normes. On peut penser, par exemple, aux dispositions relatives aux obligations des employeurs en matière de prévention du harcèlement psychologique. Bien, ces dispositions-là continuent de s'appliquer à la situation du télétravailleur. D'ailleurs, Marie-Hélène Jeté, dans sa présentation, va aborder ces différents éléments-là. Même chose pour les lois relatives à la santé et la sécurité au travail, puis l'indemnisation des accidents de travail. C'est des lois qui continuent de s'appliquer en situation de télétravail. Maître Trudeau, dans sa présentation, aura l'occasion d'aborder ces questions-là plus en détail. Mais bref, Caroline, pour répondre à votre question, le cadre juridique s'applique et ce cadre juridique-là, évidemment, n'a pas toujours été conçu en fonction du télétravail et certains dénoncent ces éléments-là. Nous, ce qu'on vous dirait, c'est que cette situation-là actuelle permet aux parties une grande flexibilité qui est à l'avantage, à notre point de vue, des employeurs, des syndicats et des employés, dans la mesure où le contexte actuel permet beaucoup de flexibilité aux parties et de manière générale, les parties réussissent à convenir de modalités de télétravail depuis le début de la pandémie à leur satisfaction. Et nous, on considère que le cadre juridique applicable actuel pose certains défis parce qu'il y a certaines peut-être zones grises, dont, par exemple, M. Trudeau pourra parler en matière de santé et sécurité, mais il en demeure pas moins que le cadre juridique continue d'être le même. Et la façon... Une politique de télétravail, on me demande toujours, est-ce que c'est obligatoire? On a entendu le ministre la semaine dernière nous dire qu'il suggérait fortement qu'il y ait des politiques. Si oui, obligatoire, oui ou non, et pourquoi? Une politique sur le télétravail, actuellement, ce n'est pas obligatoire, comme par exemple une politique sur le harcèlement psychologique. Donc, il n'y a pas d'obligation d'adopter une politique sur le télétravail. Comme vous l'avez mentionné, Caroline, il y a une recommandation en ce sens-là qui a été formulée et c'est la recommandation que nous faisons nous aussi.
L'adoption d'une politique sur le télétravail, c'est quelque chose que nous recommandons à toutes les organisations pour plusieurs raisons. Et avant de passer la parole à Guillaume, je vais vous donner certains exemples de la pertinence de ça. D'abord, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, lorsqu'on a déployé beaucoup de télétravail dans le contexte de la pandémie, il y a des organisations qui étaient prêtes à le faire, où le télétravail était implanté depuis longtemps, qui avaient des politiques. Mais il y a aussi des organisations qui ont dû procéder de façon très, très, très rapide, notamment en permettant à des employés d'utiliser des appareils technologiques personnels pour fournir la prestation de travail ou autre. Bref, on a agi de façon assez rapide dans un contexte absolument unique et particulier. L'exercice qui consiste à adopter une politique sur le télétravail, un des avantages, c'est d'identifier certaines zones de risque puis pouvoir réduire ces risques-là. Et Guillaume va parler dans quelques instants de risques, notamment en matière de renseignements personnels, de vie privée, puis d'informations confidentielles. Donc, un des avantages, c'est ça. Un autre des avantages d'adopter une politique en matière de télétravail, c'est d'assurer, au-delà de la réduction des risques juridiques ou autres, c'est d'assurer une certaine uniformité dans l'organisation et de préciser les attentes de l'employeur. Donc, évidemment, une erreur à ne pas faire, c'est de penser que parce qu'il y a une prestation de travail qui se fait à distance, l'employeur se retrouve sans droit de contrôler cette prestation de travail-là. Alors, ce serait tout à fait inexact de dire ça. L'employeur conserve son pouvoir de contrôle de la prestation de travail et l'adoption d'une politique de télétravail va permettre de mettre de façon claire les attentes, les droits et obligations des parties. Benoît, est-ce que vous changez votre diapositive? Je vais simplement vous demander, parce que tout à l'heure, je parlais également d'une entente individualisée. On parle d'uniformité de politique. Est-ce qu'il peut y avoir également des ententes particulières avec certains individus ou certains corps d'emploi qui ne seraient pas prévus par la politique et qu'on veut déterminer, ou à tout le moins certaines conditions qui pourraient se trouver dans une entente qui ne se retrouvent pas là, ou qui se retrouvent de façon plus générale dans une politique? Est-ce que c'est quelque chose que vous préconisez? C'est-à-dire que oui, il est tout à fait possible de convenir d'entente. Il n'y a pas d'interdiction de le faire. Il faut évidemment être relativement prudent pour éviter de se retrouver avec des règles qui vont varier d'un individu à l'autre de façon trop importante parce que ça pourrait mener à toutes sortes de problématiques. Mais de façon générale, la façon dont une politique de télétravail doit être structurée, une politique de télétravail peut laisser la place à ce que ce soit modulé en fonction de certaines personnes, en fonction des besoins de l'organisation, mais aussi des spécificités des tâches qui doivent être accomplies. Donc oui, des ententes sont possibles. Évidemment, il faut, mais l'adoption d'une politique la politique doit permettre le fait que certaines ententes vont être nécessaires. Donc, qu'on va devoir préciser certaines choses dans des ententes. L'objectif aussi d'adopter une politique sur le télétravail, c'est un exercice de sensibiliser les différents intervenants sur les enjeux. Évidemment que lorsqu'on adopte une politique comme employeur, ça va faire en sorte que s'il y a une contravention à cette politique-là, on va se retrouver dans une position beaucoup plus robuste parce que la personne va avoir contribué à quelque chose de clair. Mais au-delà de ça, ce qu'on souhaite lorsqu'on adopte une politique, c'est que les gens la respectent. Lorsqu'on diffuse une politique de télétravail, il y a tout un exercice de sensibilisation. Puis Guillaume va parler dans un instant des renseignements confidentiels. Il y a peut-être des employés présentement en télétravail qui posent des gestes qui amènent des risques pour les organisations et qui le font peut-être par insouciance. Par exemple, laisser traîner des dossiers sur le pouf du salon ou enregistrer des documents confidentiels sur leur appareil électronique personnel. Donc, le fait d'adopter et de diffuser une politique implique aussi un exercice de sensibilisation de tout le monde. Et ça, en soi, ça va réduire les risques pour les organisations. Puis, lorsqu'on pense, Caroline, à ce qu'une politique sur le télétravail peut contenir ou devrait contenir, ça va énormément varier en fonction d'une organisation à une autre. Mais, par exemple,
la question des renseignements personnels, la question de la conservation des documents professionnels à la maison, donc tous ces éléments-là dont Guillaume va parler, mais au-delà de ça, il faut éviter de penser que l'employeur ne doit pas définir le lieu de télétravail, parce que c'est une chose de dire je vais permettre le télétravail, donc de fournir une prestation de travail à distance, mais il y a une distinction évidemment importante à faire entre la personne qui fournit une prestation de travail dans son bureau, à la maison, avec un classeur qui se barre, versus la personne qui va fournir sa prestation de travail dans un café avec le dossier qui va être ouvert devant tout le monde. Donc, télétravail permis ne veut pas dire travail n'importe où. Et l'adoption d'une politique, ça c'est un exemple parmi d'autres, puis j'y reviendrai plus tard, mais c'est un exemple parmi d'autres de choses auxquelles on doit réfléchir. Une dernière question avant que Guillaume puisse également aller un peu plus loin, Benoît. On a souvent la question d'organisation parce qu'on comprend que là, c'était une obligation gouvernementale par un décret particulier ou par des recommandations de faire en sorte que les gens soient en télétravail. Mais demain, est-ce que je peux exiger de tous mes employés de revenir au travail ou je dois avoir ou faire des ententes particulières avec eux? Ouais, c'est une question qui est vaste et qui va amener beaucoup de nuances. Mais je dirais que de manière générale, la question qui va se poser, actuellement, on a eu la première vague où, effectivement, comme vous le dites, Caroline, le fait que ça vienne carrément du premier ministre, là, puis au-delà des décrets et tout ça, c'était tellement généralisé et soudain comme situation que ces questions-là que vous soulevez qui sont très pertinentes, est-ce que je peux décider ça comme employeur unilatéralement, se sont moins posées. Puis évidemment, on est encore dans une situation très particulière où il y a, comme vous le dites, une recommandation à cet effet-là présentement. La question qui se pose, c'est est-ce que l'employeur peut dire, ben moi, unilatéralement, je décide que maintenant, ce sera télétravail seulement. Ça va dépendre de différents éléments. Ça va dépendre du contrat d'emploi de la personne, de ce qui est prévu, évidemment, par rapport à ça. Et si ça constitue une modification substantielle des conditions d'emploi, ça pourrait être considéré, évidemment, comme un congédiement déguisé. Donc, les employeurs vont devoir être prudents et donner des délais. Là. Donc, les employeurs qui vont décider de maintenir ou de rendre permanent cette situation-là devront donner notamment des longs préavis avant que ce soit en application pour permettre de donner là, l'équivalent d'un délai de congé parce que ça pourrait constituer une modification substantielle. Maintenant, à partir du moment où c'est accepté, à partir du moment où c'est négocié, ces questions-là ne se posent tout simplement pas, dans la mesure où on peut évidemment procéder à une modification substantielle si cette modification-là, elle est acceptée. Mais oui, les employeurs vont pouvoir décider de modifier l'organisation du travail en ce sens-là. Et à l'inverse, je comprends également, Benoît, que pour certaines entreprises où le télétravail avait été imposé, si demain matin, il n'y a plus de restrictions, ils pourraient très bien également demander à tous leurs employés de revenir au travail dans l'établissement de l'employeur, comme était d'une certaine façon un statu quo avant la pandémie. Est-ce que c'est exact? C'est exact. En soi, de manière générale, il n'y a pas de droit acquis au télétravail de par la situation que nous vivons actuellement et un employeur aura tout à fait la légitimité de déterminer que la crise étant passée, les gens doivent revenir au travail. Donc, l'employeur continue de pouvoir exiger la présence physique au bureau, puis la crise que nous vivons n'aura pas changé cet état de fait. Merci. Alors, risque hybride de confidentialité, bon, vous en avez parlé, Benoît, un peu plus tôt. Guillaume va aborder cet élément-là. On sait que ça pose plusieurs problèmes. En tout cas, ça en a posé avant la pandémie. Il y a eu des informations confidentielles qui ont été malheureusement transmises à des personnes tiers avec des mauvaises intentions dans des organisations où tout était vraiment très protégé.
Alors, lorsqu'on se retrouve à la maison, Guillaume, on a parlé des documents qui pouvaient traîner, des renseignements personnels. L'employeur est toujours responsable de ces données-là. Comment doit-il faire pour s'assurer qu'il protège les renseignements personnels et les renseignements qui sont propres à son organisation également, qu'on ne veut pas divulguer ou qu'on veut à tout le moins protéger, ne serait-ce qu'au niveau de la concurrence et autres? Est-ce qu'il y a des moyens plus sécurs à la maison que je pourrais avoir dans des organisations très protégées? Je pense que c'est un grand défi. Puis, c'est une question importante, puis votre expertise pourrait nous éclairer grandement à ce niveau-là. Oui, merci Caroline. Je vais essayer de contribuer au débat autant que je peux. C'est clair qu'on peut dire, sans se tromper, que le risque potentiel de bris de confidentialité avait été jusqu'à tout récemment un frein important au déploiement à grande échelle du télétravail. Ce que la COVID-19 est venue bousculer depuis le mois de mars dernier. Les enjeux légaux demeurent cependant les mêmes. Vous avez noté qu'il y a différentes catégories de renseignements que l'entreprise va vouloir protéger. Au premier titre, on pense aux renseignements personnels qui sont confidentiels par l'effet de la loi. Mais il y a également tous les renseignements que l'on a pu s'engager contractuellement à conserver de façon confidentielle, que ce soit des renseignements de clients, des renseignements de fournisseurs. Et on pense aussi, comme pour les avocats ou les membres de différents ordres professionnels, la confidentialité est une obligation qui est non seulement contractuelle, mais qui a aussi une dimension déontologique pour tout ce qui est couvert, par exemple, par le secret professionnel. Donc, dans un contexte de télétravail, l'employeur fait face à une certaine perte de contrôle quant au maintien de la confidentialité des documents et des données sensibles de l'entreprise. On pense notamment au risque que des documents confidentiels comme des dossiers d'employés ou des données financières d'entreprise soient dispersés dans le domicile des employés, classés à des endroits non sécurisés et possiblement laissés à la vue de tierces personnes comme le conjoint, le coloc ou d'autres personnes qui vivent au domicile de l'employé. Il y a également le risque que des documents électroniques de l'entreprise se retrouvent dans les ordinateurs ou dans les appareils électroniques personnels des employés dont l'employeur ne contrôlera pas le niveau de sécurité et les accès nécessairement. Donc, au-delà des enjeux strictement légaux qui se rattachent au risque de bris de confidentialité, il faut considérer aussi les enjeux réputationnels d'une brèche de sécurité à grande échelle. Donc, c'est, je pense, que vous en conviendrez, c'est d'autant plus important pour les employeurs dans un contexte de télétravail de ne pas baisser la garde, mais plutôt de redoubler de vigilance à l'égard de la confidentialité de l'information. Parce que ce ne sont pas des obligations qui sont à géométrie variable et que l'on peut penser qu'elles sont amoindries par l'effet de la situation de pandémie que l'on vit. Donc, la question que vous m'adressez, c'est comment l'employeur peut reprendre le contrôle. Il y a deux moyens qui m'apparaissent incontournables. D'abord, ça commence par un contrôle rigoureux des outils technologiques utilisés par les employés. Je pense que ce serait, par exemple, le meilleur moment de mettre de l'avant des politiques pour une utilisation presque complète des technologies de l'information, afin de limiter autant que possible l'utilisation du papier. Le papier en soi, c'est une source directe de risque de bris de sécurité de l'information. Et pour rejoindre un peu ce que Benoît soulignait un peu plus tôt, je pense que la deuxième façon de reprendre le contrôle, ça passe par la mise en place d'une politique écrite de télétravail qui viendrait aborder de façon précise les obligations de l'employé en matière de confidentialité. Donc, les attentes de l'employeur vis-à-vis de l'employé par rapport aux pratiques qui concernent la gestion des renseignements et des données de l'entreprise. Je ne vais pas m'éterniser longuement sur le premier point là, qui rentre, disons, dans les solutions technologiques que devrait ou pourrait déployer un employeur. Mais je pense qu'il est important de bien définir finalement dans la politique quels sont les appareils à travers lesquels l'employé peut accéder aux documents de l'entreprise et quels sont les protocoles de sécurité qui vont venir les protéger. Mais on comprend, Benoît, Guillaume, que pour plusieurs, là, ça existait déjà à l'intérieur de l'entreprise et que certains, quelquefois, travaillaient
bon, à temps partiel en télétravail et qu'il y avait aussi des mesures qui étaient mises en place. Le grand défi aujourd'hui, c'est, bon, on le fait à l'intérieur d'un milieu qu'on contrôle moins, d'un milieu qu'on ne peut pas vérifier. Alors, je ne peux pas faire le tour des bureaux pour voir si les portes sont barrées le soir ou des choses comme ça. Alors, d'où l'utilité de redoubler de vigilance et de mettre ces informations-là clairement dans la politique. C'est ce que je comprends. Absolument. C'est sûr que les organisations qui avaient déjà des politiques par rapport à l'utilisation des appareils électroniques qui appartiennent à l'employé avaient déjà une longueur d'avance au moment du déploiement à grande échelle du télétravail, parce que ça, c'est un des risques principaux. Puis je comprends que dans la plénière de cet après-midi, il y a un segment qui est spécifiquement dédié à la cybersécurité. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je pense qu'il faut mettre au clair, c'est qu'il faut être proactif et établir clairement les paramètres de sécurité au niveau des accès aux données de l'entreprise et prévoir ce qui est permis de faire ou non avec ces données-là lorsqu'elles transitent sur un appareil qui appartient à l'employé. Donc, dans le cadre de la rédaction d'une politique de télétravail ou la mise à jour d'une politique, c'est important de bien arrimer ça avec les politiques internes de confidentialité ou les engagements de confidentialité qu'auront déjà souscrit les employés. Donc, il va falloir, par exemple, identifier, encore là, c'est des exemples, il n'y a pas de politique parfaite où il faut toujours procéder à une analyse au cas par cas de la situation, mais ce qu'on peut, par exemple, retrouver là, dans une politique qui viserait la protection des données, c'est que les documents, lorsqu'il est nécessaire de les avoir sur support papier, ils doivent se retrouver dans une seule pièce de la maison, rangés de façon sécuritaire et idéalement même sous clé. Les documents doivent être rangés quand l'employé n'est pas activement en train de fournir sa prestation de travail. On peut prévoir de maintenir des bonnes pratiques de tenue de dossiers électroniques et d'archivage. Je pense que c'est plus important que jamais. L'encadrement aussi des appels téléphoniques qui doivent se faire dans une pièce fermée et s'assurer que la personne est seule dans la pièce là, pendant ces appels téléphoniques. Et une autre suggestion que je trouve particulièrement utile, qui peut être prévue dans une politique de télétravail, c'est de donner une référence d'une personne ressource, genre d'ombudsman, à qui l'employé pourrait adresser toute question qu'il a par rapport à sa situation. Ça permet d'assurer un déploiement, là, une compréhension égale de la politique à l'intérieur de l'entreprise. J'ajouterais que autant que possible, il faut offrir un soutien technique adéquat aux employés. C'est ce qui va éviter de prendre des raccourcis, de mettre en place différentes solutions de contournement, comme par exemple envoyer des renseignements confidentiels sur un compte de messagerie personnelle pour permettre d'imprimer plus facilement un document si l'infrastructure technologique n'a pas été mise en place de façon appropriée. En fait, si on communique bien ces attentes-là, Guillaume, on comprend parce que ça peut être plus complexe pour des plus petites entreprises là, ou de façon, mais si on communique bien nos attentes, puis que c'est clair, puis que les gens font attention comme ils le faisaient au niveau du travail, il y a quand même cet élément-là qui est important, là, puis les rappeler pour pouvoir faire ce qu'on faisait avant là, dans un cadre bien particulier du travail, mais les mêmes obligations s'imposent. Puis je comprends aussi parce qu'on a quand même le PL 64 là, qui est sur la table et qui est à l'étude aussi, qu'il y a des dispositions plus sévères qui vont être mises en place là, si jamais le projet de loi est adopté tel qu'il a été rédigé et proposé à l'Assemblée nationale. C'est sûr qu'on s'en va vers un contrôle plus accru de la protection des renseignements personnels. Assurément, ça va être l'une des considérations que devront garder à l'esprit les employeurs. Peut-être, Benoît, tu peux me passer à la prochaine diapo sur la cybersécurité. Je vais être assez bref là-dessus, mais en ce moment,
on a souvent lu dans les journaux là, que la COVID-19 a créé une zone d'opportunité pour des arnaques de toutes sortes. Et dans ce contexte-là, je pense que l'employeur devrait faire un rappel aux employés, d'éviter de cliquer sur des liens dans les courriels non sollicités, se méfier plus particulièrement des pièces jointes qui peuvent activer des logiciels malveillants, éviter aussi de répondre aux courriels qui sollicitent des informations de nature financière ou personnelle. Donc, je pense que c'est une zone de risque auquel il faut être particulièrement attentif et vigilant. Je sais que ça va faire l'objet d'un bloc distinct, donc je me permets d'accélérer aussi. Puis je vois que le temps file. Je vais aller directement à l'autre aspect, c'est la vie privée de l'employé. Peut-être qu'on peut... Oui, effectivement, on va en traiter longuement là, lors de 3 ateliers cet après-midi, mais il y a peut-être des choses plus importantes à retrouver, soit dans une politique, et puis comment on peut, nous, comme employeurs, demander ou requérir ou vérifier si toutes ces règles-là sont respectées. Absolument. Donc, je vois Benoît vient d'afficher la diapo sur les nouvelles technologies au service de l'employeur. Et ça m'amène justement à faire le lien avec la vie privée de l'employé. L'employeur qui a recours au télétravail doit évidemment s'assurer de respecter les droits fondamentaux de ses employés, soit plus précisément son droit à la vie privée ou le droit à l'inviolabilité de la demeure. Il y a une chose, c'est qu'en brouillant un peu la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le télétravail pose un défi à l'égard du droit au respect de la vie privée du salarié. Il y a un équilibre délicat qui doit être trouvé entre le droit de gérance de l'employeur et le droit à la vie privée du salarié, qui est un droit fondamental qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes juridiques. Et la jurisprudence reconnaît de façon claire, de façon constante, que le domicile de l'employé, c'est le lieu par excellence où il a une expectative de protection de sa vie privée qui est la plus élevée. Donc, l'importance du respect de la vie privée devrait être pondérée à la hausse, si on veut, dès lors que l'employé effectue sa prestation de travail à partir de son domicile. Mais Guillaume, pendant qu'on change peut-être de diapositive, il y a des gens qui me disent, oui, j'ai une responsabilité. Est-ce que je peux aller vérifier chez le travailleur s'il respecte puis s'il y a un endroit pour protéger les données ou si tout ça est conforme à ce que moi, j'impose? On comprend le droit à la vie privée, mais c'est un grand souci. J'ai des responsabilités, mais est-ce que en même temps, j'ai une limitation versus le droit à la vie privée, l'inviolabilité de la résidence? Comment je fais comme employeur pour m'assurer que tout ça est respecté? Bon, absolument. Quoi qu'il en soit, il est clair que le droit au respect de la vie privée, ce n'est pas un droit absolu. L'employeur a le droit d'exercer un certain contrôle. Les gestionnaires peuvent contrôler la prestation de travail, superviser les employés. D'ailleurs, ils devraient faire le point régulièrement, que ce soit par conférence téléphonique ou par visioconférence, avec les membres de leur équipe pour assurer un contrôle de la productivité. Là où il faut faire attention, c'est quand la supervision devient de la surveillance. Et c'est là que les outils technologiques peuvent nous conduire vers un piège. Il existe une panoplie d'outils technologiques qui vont donner, par exemple, accès à l'écran de l'employé, qui vont permettre de surveiller en temps réel ses moindres faits et gestes. On va pouvoir avoir accès à des registres de connexion, historique de navigation. Et là, c'est là que on a des exemples récents de jurisprudence là, où ce qu'on comprend, c'est qu'il faut que l'employeur ait des raisons d'abord de douter de la productivité de l'employé. S'il y a des signes clairs d'une productivité déficiente, bien là, c'est là qu'il va pouvoir être justifié de prendre certaines mesures plus invasives de contrôle. Et l'employeur doit être en mesure de prouver qu'il a des motifs raisonnables et des doutes valides de croire que l'employé fait, par exemple, du vol de temps avant de mener des vérifications plus intrusives qui vont porter atteinte à la vie privée. Et dans le fond, c'est un principe qui existait en jurisprudence, qui n'est pas nouveau. C'est ce que la jurisprudence nouvelle nous apprend, c'est des exemples finalement plus récents. Il y a un cas tout récent, une décision d'un arbitre qui concerne la ville de Montréal. Peut-être que Benoît pourra
en parler de façon plus pointue sur les aspects de droit du travail, mais dans cette affaire-là, la Ville de Montréal voulait défendre l'utilisation d'un logiciel qui permettait de mesurer à l'échelle de l'organisation quelle est l'utilisation qui est faite de l'Internet. Donc, il y avait toutes sortes de statistiques qui étaient générées sur l'utilisation et le temps passé par les employés sur des navigateurs Internet. Et ça permettait notamment de savoir quels employés utilisaient le plus l'Internet et consultaient le plus de pages. Et cet outil-là a été contesté par le syndicat. Ça a donné lieu à une décision qui est encore, qui fait l'objet d'une révision judiciaire là, aux dernières nouvelles, mais l'arbitre est venu valider dans ce cas-ci l'utilisation de l'outil technologique dont il était question. Alors, on me rappelle qu'il reste 5 minutes. Je ne sais bon. pas si on donne quelques trucs. C'est important de savoir, ou en tout cas des grandes recommandations qu'on ferait dans le cadre d'une politique. On en avait traité déjà dans d'autres présentations que le CPQ a fait. Benoît, peut-être revenir avec l'importance des grands éléments d'une politique ou les recommandations que vous pourriez faire aux membres qui sont présents aujourd'hui. Oui, avec grand plaisir, Caroline. D'abord, un mot pour compléter le commentaire qui vient d'être fait. Il y a énormément de nouvelles technologies qui sont disponibles. Il y a des articles, notamment de journaux assez fréquents, où on permet de monitorer ce que les employés font. Il y a une distinction qui est fondamentale à faire, c'est les outils de gestion versus les outils de surveillance. Les employeurs peuvent se doter d'outils de gestion, peuvent vouloir monitorer ce que les gens font et comprendre ce que la main-d'œuvre fait de ses journées. Et donc, ces outils-là peuvent être tout à fait légitimes et raisonnables. Là où il faut, c'est ce que l'arbitre Maureen Flynn dit dans la décision Ville de Montréal, là où il ne faut pas aller, c'est la surveillance constante. Donc, de faire en sorte que quelqu'un fournit une prestation de travail avec la caméra ouverte, puis de surveiller ce que la personne fait tout le temps. Donc, ces outils-là sont disponibles, de plus en plus disponibles, et il y a là-dedans des excellents outils, puis les employeurs peuvent utiliser ces outils-là sous réserve des commentaires par rapport notamment à la vie privée. Pour ce qui est d'une politique, je pense que ça fait le tour un peu de notre propos aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enjeux. Certains employeurs étaient prêts à déployer du télétravail à plus grande échelle lorsque la pandémie est arrivée, d'autres l'étaient moins. En passant, puis on disait un peu à la blague, certains employeurs étaient très favorables au télétravail alors que d'autres étaient très réticents. Mais la pandémie et les mesures mises en place pour en limiter la propagation auront forcé un projet pilote dans à peu près toutes les organisations au Québec en matière de télétravail. Nous, ce qu'on dit, c'est que les employeurs devraient adopter une politique. Ce travail-là, qui consiste à adopter une politique relative au télétravail, devrait se faire non pas uniquement par les TI ou uniquement par les RH, mais par des équipes multidisciplinaires. Et ça doit impliquer, évidemment les gestionnaires, mais ça doit impliquer une évaluation des différents risques auxquels on peut faire face, puis essayer de réduire ces risques-là. Je pense que c'est le message. Qu'est-ce qu'une politique peut contenir? Évidemment, ce sera, comme vous l'avez dit, Caroline, toujours variable d'un employeur à un autre, d'une réalité à un autre. Mais ce qu'une politique peut contenir, à titre d'exemple, bien évidemment, les attentes de l'employeur, toutes les obligations de confidentialité et de conservation des dossiers. Guillaume en a fait état. Donc, à quel endroit les dossiers professionnels doivent être entreposés à la maison. Ensuite, l'utilisation des outils personnels. Est-ce que les employés peuvent s'envoyer sur leur hotmail un document parce qu'ils veulent l'imprimer à la maison, puis c'est plus facile? Donc, toute cette question-là de possibilité d'imprimer des documents et autres. La question du lieu de travail, je le mentionnais, télétravail ne veut pas dire n'importe où. On peut exiger tout à fait raisonnablement que les gens soient à une distance raisonnable du bureau pour pouvoir s'y rendre aux besoins. Donc, une politique de télétravail vient encadrer le lieu du travail, mais aussi le lieu du télétravail. Question, Guillaume parlait d'un ombudsman, donc la personne ressource, la personne responsable, on recommande de centraliser dans la mesure du possible la prise de décision en lien avec les grands enjeux de télétravail dans les organisations, puis éviter que ce soit trop variable d'une équipe à l'autre.
Dans les politiques, on prévoit parfois ce que l'employé doit faire s'il y a un bris d'équipement. Donc, si l'accès au serveur ne fonctionne pas à 11h30 le matin, est-ce que ça veut dire que l'employé a le reste de la journée de congé ou l'employé doit poser un geste, c'est-à-dire écrire à une personne ou à une autre? Donc, toute la question, qu'est-ce qui arrive si la personne est en télétravail et n'est plus en mesure de fournir sa prestation de travail parce qu'il y a un bris d'Internet ou autre? C'est des choses qui peuvent être abordées dans une politique. Benoît, je vais devoir vous couper, mais Oui. on parle beaucoup de risques, mais aussi ça facilite le travail, là. Il y a des gens qui me disent, je suis en télétravail, conciliation travail-famille, je peux faire mon horaire comme je veux. En fait, je comprends une politique qu'on encadre ce qu'on s'attend de part et d'autre pour faciliter en fait, l'exécution des tâches, puis la communication avec l'employeur. Alors, à quel moment on peut retrouver des rencontres, on peut avoir à revenir. C'est aussi facilitant une politique de télétravail pour tout le monde, tant pour le travailleur que pour les gestionnaires et l'employeur de façon générale. Absolument. On aurait pu en parler encore pendant une demi-heure, j'imagine. Puis je pense qu'il y a 3 avocats comme ça, on aurait pu en parler toute la journée. Alors, ça fait vraiment fort intéressant. Naturellement, si les gens, je pense qu'on a couvert beaucoup de questionnements. On vous a dit, il y aura un modèle de politique également qui sera produit par la CNESST. Modèle, j'ai entendu Benoît, j'ai entendu Guillaume, qui doit être ajusté à votre milieu de travail et qui devra prendre en considération les besoins, les particularités et la façon d'aborder le travail et les ententes, soit particulières, soit plus générales avec les employés. Alors, sur ça, Benoît et Guillaume, je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence et puis à la prochaine discussion qu'on prévoira pour une demi-journée.